C'est parti pour 16 km jusqu'à Vega de Valcarce. Il fait un peu plus frais ce matin et on part beaucoup plus tard parce qu'il est 8 heures. Il y a quelques jours, on s'était dit qu'on allait prendre la variante qui parcourt les crêtes sur notre droite au milieu des bois. Sauf que depuis, la situation a changé et que le risque incendie a cru de manière notable. On en a repéré quelques-uns hier. Et en discutant et en regardant sur le site espagnol qui surveille les incendies, on s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Je vous en donne une capture d'écran. Pour indication, on est au niveau des cercles marqués 74 à 79 sur l'image. La capture d'écran parle d'elle-même. C'est peut-être pas le moment de se balader sur des chemins non balisés au milieu des bois et en plein dans les cercles où il y a tous ces foyers d'incendie. Donc on va prendre le chemin principal, celui que j'avais pris il y a 4 ans, sauf que j'étais allé jusqu'à Ocebrero, qui est à 27-28 km. Bon, l'étape est quand même jolie au fond de cette vallée du Rio Valcarce, même si elle suit cette route où il n'y a pas beaucoup de circulation. La plupart des véhicules prennent l'autoroute qui est juste à ma gauche et qui franchit les vallées au moyen de viaducs assez impressionnants. Cette année, on a coupé l'étape en deux. Donc une partie jusqu'à Vega de Valcarce, donc 16 km, et demain 12 km, mais qu'en montée jusqu'à Ocebrero. Et si vous faites l'étape en une seule fois, faut partir assez tôt de Villafranca del Bierzo, parce que, à moins que vous n'ayez réservé une auberge à Ocebrero, c'est l'auberge municipale où il n'y a pas de réservation possible. Donc premier arrivé, premier servi. Je parle pas beaucoup en ce début d'étape pour apprécier la paisibilitude de ce chemin. Enfin, paisibilitude tant qu'il n'y a pas trop de circulation sur l'autoroute. On a quitté momentanément la Nationale 6 pour monter dans le village de Pereje. Et c'est marrant, dès qu'on prend un peu de hauteur et qu'on arrive au niveau de la chaussée de l'autoroute, eh bien le bruit est tout de suite plus fort. Ah, il y a une correction sur le panneau. Le J de la dernière syllabe, qui est la jota, a été remplacé par le X du galicien. Salut les chats. Vous faites une manif ?
Bien après cette pause second petit déjeuner, ah oui déjà, il est temps de repartir et il nous reste 11 km à faire. Ah, c'est vraiment cool aujourd'hui. Là aussi, il y a pas mal de maisons traditionnelles qui sont abandonnées et qui tombent peu à peu en ruine. Bien, si nous revenions à notre procès de l'ordre du Temple dans les pays hors de France. On a vu hier l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Voyons maintenant ce qui s'est passé dans la péninsule ibérique. Et je commencerai par le plus simple, c'est-à-dire les royaumes de Castille et Léon et du Portugal. Dans ces trois royaumes, les arrestations ont probablement lieu en 1308, après la publication de la bulle Facies Misericordiam, bulle qui mettait en place les commissions diocésaines ainsi que la commission pontificale. Les commissions siègent en présence des archevêques de Tolède et de Saint-Jacques de Compostelle et en présence de l'évêque de Lisbonne pour le Portugal. Un peu plus de 30 témoins sont entendus par chaque commission. Et finalement, rien n'est trouvé contre les Templiers. Dans les conciles provinciaux, même chose. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon, au moins, ça c'est rapide. Il faut dire qu'on est en pleine Reconquista et que les Templiers, ils prennent une part active. Les choses ne vont pas se passer de la même manière dans le royaume d'Aragon et dans les îles Baléares. À cette époque, en effet, l'Espagne telle que nous la connaissons n'existe pas. Elle est partagée entre plusieurs royaumes, dont celui d'Aragon, dirigé par Jacques II. Tout comme Édouard II, Jacques II d'Aragon est sceptique face aux aveux faits par les Templiers en France. Il faut dire que dans cette partie de la chrétienté, les Templiers jouissent d'une bonne réputation, dans la mesure où ils participent à la Reconquista. Ils se sont même vus confier 70 châteaux forts. Le roi d'Aragon précise qu'il n'agira que si l'Église le lui commande et écrit au pape Clément V pour savoir s'il a eu connaissance des agissements des Templiers. Mais non, rien vu, rien entendu. Et puis de toute façon, ça dépendra de ce que dit Philippe le Bel. Parce que il n'est pas commode le type. Jacques II envoie l'archidiacre de Guarda auprès de Ferdinand IV de Castille et de Denis Ier du Portugal pour leur enjoindre de tenir la même position que lui, c'est-à-dire pas d'arrestation massive et un procès en bonne et due forme, commandé par l'Église. Car petit rappel utile, les Templiers sont directement sous l'autorité du pape. Bon, je reprends, après m'être fait frôler par des bicigrinos qui, contrairement aux cyclistes qu'on voit passer, roulent sur la partie piétonnière. Et on a beau leur indiquer par la route, toujours rien à péter. Si encore ils avaient une sonnette, même pas. Bien, je reprends avec ce royaume d'Aragon. Jacques II change radicalement d'avis et le 1er décembre 1307, il ordonne à son représentant à Valence d'arrêter les Templiers et de saisir leurs biens. Je me demande si c'est pas surtout leurs biens qui t'intéressent, mon Jaco.
Le 5 décembre de la même année, l'inquisiteur d'Aragon cite les frères templiers à comparaître à Valence pour répondre des plus violents et véhéments soupçons. Ah, là ça commence à sentir le roussi. Enfin, le roi d'Aragon décide que des évêques se réuniront début janvier 1308 pour étudier cette affaire. Que se passe-t-il pendant cette année? Eh bien, les forteresses des Templiers sont saisies les unes après les autres, dont le château de Peñíscola. Peñíscola, c'est du côté de Valence, où les Templiers au tabard blanc et à la croix rouge ont été remplacés par des touristes avec une peau toute rouge et des chaussettes toutes blanches. Toutes ces opérations sont entreprises bien avant que la bulle Pastoralis Praeminentiae, qui ordonnait à tous les rois chrétiens d'Europe d'arrêter les Templiers et de mettre leurs biens sous séquestre, ne parvienne en Aragon. Ouais, et comme cette bulle précisait que les biens sous séquestre devaient être mis à la garde de l'Église, puisque c'était au nom de la papauté, toi, mon petit Jaco, t'as préféré prendre les devants. Mais pas du tout. On aurait bien mis ça à la garde de l'église quand on a reçu la bulle, mais on a eu un problème avec nos registres. Enfin, tout ça, c'est de la faute de l'informatique. Et nous traversons le petit village de Trabadello. Tous les gens qu'on a croisés là sont des pompiers et vu l'état de leurs vêtements, ils ont dû en bouffer de la fumée. Trabadello, c'est un village tout en longueur. Grosso modo, il n'y a que cette rue qu'on est en train de parcourir. Et je trouve que ça sent un peu la fumée. Bien, reprenons avec ce royaume d'Aragon. Jacques II agit donc avant même l'arrivée de la bulle. D'une part, il s'attend probablement à une forte résistance. Oui, parce que, bon, on est quand même assez nombreux ici et on combat les infidèles depuis un paquet de temps. Et d'autre part, parce qu'il convoite déjà les biens des Templiers. En effet, dès le 29 décembre 1307, il demande à Clément V qu'un certain nombre des biens des Templiers, qui je le rappelle dépendent directement de l'Église, soient transférés dans le couvent de Sixena, où réside sa fille. Qu'est-ce que tu t'embêtes à demander à Clément V, Jaco? Prends directement le pognon, parce qu'une fois qu'il va être dans le couvent, eh bien, bon courage pour aller le rechercher. Pour convaincre le pape, Jacques II d'Aragon envoie son procureur à Rome afin de conclure un accord avec Clément V, lui promettant d'enrichir 2 de ses neveux en Aragon. Vu la manière dont Clément V, dès son accession au trône papal, a favorisé les membres de sa famille, ça peut peut-être marcher, et même pas sur un malentendu. Votre sainteté, enfin, vous n'allez pas tomber dans le piège du lucre. Ah mais c'est pas moi, sont mes neveux. Et puis de toute façon, Dieu a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Finalement, le roi d'Aragon propose à Clément V que si les biens sont transférés, ils ne le soient pas au pouvoir spirituel
incapable selon lui de défendre le pays, parce que bon, encensoir contre cimetière, le combat est un peu inégal. L'objectif du roi d'Aragon, c'est de récupérer les places fortes. Et en définitive, il propose à Clément V que les territoires contrôlés par les Templiers soient dévolus à la couronne, mais sans les biens meubles. Le succès de Jacques II d'Aragon n'est que partiel, car un certain nombre de forteresses templières restent aux mains des chevaliers, qui commencent à les fortifier. Voilà, il va falloir reprendre les forteresses. Ça va être plus compliqué que de choper les Templiers en caleçon au petit matin. Il y a pas mal d'avions, d'hélicoptères qui tournent dans le coin. Où en étais-je? Ah oui, les chevaliers templiers qui s'apprêtent à résister au roi d'Aragon. Ramon Saguardia, le commandeur, ah bah quand même, le commandeur du Masdéou, qui est situé dans les actuelles Pyrénées orientales, écrit au roi d'Aragon en lui rappelant que les Templiers ont versé leur sang pour ses prédécesseurs. Eh bien celle-là, elle a été laborieuse. Au Val d'Albaïda en 1276 notamment, tous les Templiers sont morts à la bataille, sauf un, qui s'est échappé après avoir été capturé par les musulmans. Oui, mais ça c'était avant. Bref, les Templiers s'apprêtent à vendre chèrement leur peau en Aragon. Mais de tout ça, nous discuterons demain. Parce qu'il doit nous rester à peu près 3 km à faire. Et puis que là, je suis en train de parler en montant. Et c'est pas évident. Bon, on va faire une petite pause là. Ah, il y a vraiment de la fumée dans l'air. Bien, on a fait une petite pause. Il commence à faire chaud. Et ça tombe bien, il nous reste 3 km à faire. Je viens d'aller jeter un œil sur le site de surveillance des incendies en Espagne. Alors en Espagne, ça donne ça. Nous, on est au nord-ouest, là où il y a plein de rouge. Et en zoomant sur la zone entre Ponferrada et là où on est, Ponferrada en bas à droite de l'image, et là où on est en haut à gauche de l'image, et ben nous, on est plein dans la zone où il y a marqué 13. Et pour l'instant, côté Galice, il n'y a rien. Espérons que ça va durer. Et nous allons traverser le Rio Balboa. Rio Balboa, où il y a beaucoup de rochers. C'est donc un rio rocheux. Et les anglo-saxons diraient un rio rocky. Rocky Balboa. Non. Désolé.
Voilà, nous arrivons à Vega de Valcarce. Il ne reste plus qu'à trouver la pension Fernandez, qui est là. Voilà, on est installé. Et maintenant, ma routine habituelle. Fin de cette étape de 16 km qui s'est déroulée tranquillement et qui a été animée par le balai des avions anti-incendie et des hélicoptères. Demain, on va monter à Ocebrero, c'est à 12 km, et on passera en Galice. À demain pour de nouvelles aventures.